Suite à la réalisation de ce film, Spielberg voulait laisser de côté les divertissements familiaux et voulait se consacrer à des films plus sérieux. C'est pour ça que son prochain film traitera de la traite négrière. Je veux bien entendu parler de Amistad. Le 2 juillet 1839, la goélette espagnole la Amistad devient le théâtre d'une révolte au sein du navire. À l'intérieur, 53 captifs africains destinés à devenir esclaves prennent le contrôle du navire et veulent forcer le capitaine à retourner en Afrique. Mais le capitaine les trompe et les emmène à la place en Amérique où ils seront menés à un procès pour mutinerie. Ils seront défendus principalement par les abolitionnistes anglais et américains qui réussiront à prouver que le trafic d'esclaves en question était illégal. Avant de continuer, faut que je parle un petit peu du contexte juridique. En 1808, les États-Unis et l'Angleterre avaient signé une loi définissant comme illégale la vente d'esclaves à l'international. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient aboli l'esclavage, non, ça voulait juste dire que les esclaves n'étaient plus autorisés à être d'un pays à l'autre. Ils pouvaient être trafiqués qu'entre colonies. Bon, pour être plus clair, parlons du cas qui nous intéresse. La Amistad est un négrier espagnol. Du coup, les seuls esclaves qui étaient autorisés à être à bord étaient des esclaves nés dans les colonies espagnoles, comme Cuba par exemple. Et les esclaves africains avaient été déclarés nés à Cuba, parce que l'Espagne n'avait aucunement le droit de prendre des esclaves en Afrique, de faire du commerce d'esclavage avec les peuples africains, parce que ces peuples africains ne faisaient pas partie de ces colonies. Il faut donc comprendre que c'était toute une bataille juridique qui s'est profilée à ce moment-là. D'un côté, nous avions les esclavagistes qui voulaient faire passer la révolte des esclaves comme étant une mutinerie. De l'autre, nous avions les abolitionnistes qui voulaient définir que ces esclaves avaient bien été trafiqués illégalement et donc revendiquer la libération des Africains. Et enfin, il y avait l'Espagne qui avait fourré son nez dans cette histoire en disant « Hep, ces esclaves, ils sont à moi là, hein, donc je veux les reprendre. » Heureusement, c'est une histoire qui se termine bien. En effet, lors du procès, chacun des juges à chaque stade a défini que ces esclaves avaient été capturés de façon illégale et donc que la révolte qu'ils ont fait sur le navire était du domaine de la légitime défense, pas de la mutinerie, et qu'ils n'appartenaient aucunement à l'Espagne. Du coup, il fut décidé de les renvoyer sur leur terre natale en tant qu'hommes libres. À la base, HBO voulait faire de cette histoire un téléfilm, mais c'est alors que Spielberg arrive avec sa nouvelle boîte de production fraîchement créée, à savoir DreamWorks. Car oui, ce film est le premier film de Spielberg qui sera produit par cette boîte. Son intervention fait que ce film sera donc un film projeté au cinéma, avec au scénario David Franzoni. Et ça permet également de s'obtenir un casting de luxe avec Stellan Skarsgård, Jimon Hounsou, Matthew McConaughey, Morgan Freeman ou Anthony Hopkins. Globalement, le film est très bien accueilli et connaît un honnête succès, même s'il y a quelques esprits chagrins qui sont allés dire « Ni, c'est réalisé par un blanc, ça met les blancs en valeur, ce genre de conneries ». Et que vaut ce film au final ? Eh ben, il est extrêmement intéressant. De quoi parle ce film ? Un groupe d'Africains destinés à être esclaves se rebellent contre leurs tortionnaires sous le commandement de Cinque. Arrivés aux États-Unis, ils sont menés à un procès où plusieurs parties réclament leur propriété. Ils seront défendus par Baldwin, un avocat qui, à la base, traite de questions immobilières. Le film aborde beaucoup de thématiques complexes et, disons-le franchement, très prises de tête. Mais il le fait avec justesse et intelligence, si bien que tout se tient et tout est fluide. Le film a l'intelligence en plus de ne pas se concentrer que sur le procès en lui-même, mais d'aborder plusieurs choses qui permettent de rendre ses personnages attachants. Ainsi, en plus du domaine de l'esclavage, nous avons également le thème du choc des cultures entre Cinque et Baldwin, qui constitue la première barrière, notamment en termes linguistiques, barrière que l'on impose également aux spectateurs. Munbana. Kere inye Munbana. Je suis désolé, je ne comprends pas.
Cela passe également par les différences philosophiques entre les deux cultures. L'un évoquait les ancêtres et l'autre la religion. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le film ne détruit pas l'un pour mettre l'autre sur un piédestal, car chaque personne du culture trouve l'autre intéressante. Que boilo kununga yama tiepe que ilenga kilego Vous voyez, les Mende pensent que s'ils peuvent faire revenir les esprits de leurs ancêtres, c'est qu'ils ne sont jamais partis. La sagesse et la force qu'ils ont engendrées et inspirées pourront leur venir en aide. La musique du film s'adapte également à cette thématique. En effet, à plusieurs reprises, elle s'adapte selon quel personnage est centré à l'écran. Elle est orchestrale quand ce sont des blancs, plutôt tribal quand ce sont des noirs, et le leitmotiv permet de trouver un juste milieu avec une chorale qui semble n'appartenir à aucune des deux cultures. Mais évidemment, l'esclavage reste la thématique principale du film, et elle est traitée avec brio, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Sur la forme, comme dans la liste de Schindler, rien ne nous est épargné. Nous suivons de plein fouet le traitement que subissent les Africains réduits en esclavage sur les négriers, leur capture, la manière dont ils sont traités, et en plus de cela, ça permet un très bon traitement sur les personnages, notamment celui de Cinque qui nourrit une méfiance vis-à-vis des Blancs à cause de son passif. Et comme on a vécu ce passif aux premières loges, c'est totalement compréhensible. Ah là là, je me sens tellement valorisé en tant que blanc dans ce film. Crétin de SJW qui ont formulé cette critique. Ce qui nous a donné par ailleurs une scène d'introduction excellente qui parvient à recréer la tension par l'éclairage des éclairs et des gros plans dans l'obscurité tout en restant fluide et visible. Et sur le fond, c'est la même chose. L'axe qui est utilisé pour défendre les Africains est très intéressant car il s'agit de l'axe de la propriété. En effet, pour défendre les Africains, il faut prendre le point de vue d'un esclavagiste et dire que si la propriété a été acquise illégalement, alors il n'y a pas d'histoire de meurtre. Bien, ce sont des esclaves. S'ils le sont, ce sont de simples biens et ne méritent pas plus un procès pénal qu'une bibliothèque ou une charrue. Et nous pouvons tous rentrer chez nous. D'un autre côté, disons que ce ne sont pas des esclaves. S'ils ne le sont pas, ils ont été acquis illégalement, n'est-ce pas? Oubliez la mutinerie, la piraterie, oubliez le meurtre et tout le reste. Ce sont des événements hors de propos et postérieurs. Ignorez tout sauf la véritable origine de l'affaire. Le transfert injustifié de biens volés. De toute façon, nous gagnons. Le film a par ailleurs l'intelligence de répondre à ses propres questions sur le sujet, des choses que l'on pourrait se demander en quoi il serait logique dans un contexte esclavagiste et où la réponse est apportée, ce qui nous donne toute une explication sur cette pratique de manière factuelle et intéressante. Et ça nous donne même une idée sur la mentalité et les complexes politiques de l'époque. Si vous regardez, il y a une note faite le 10 mai qui apporte correction au nombre d'esclaves à bord en déduisant leur nombre de 50. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si vous considérez cela conjointement au témoignage de Cinque, je dirais que cela signifie ceci. L'équipage du Tekora ayant fortement sous-estimé la quantité de provisions requises pour leur voyage, ont résolu le problème en jetant 50 personnes par-dessus bord. Ce film a réussi à dénoncer les SJW avant que les SJW soient à la mode. C'est dire. Cette nouvelle
Bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle, mais... la vérité, c'est qu'ils peuvent être plus précieux pour notre combat mort que vif. Le martyr, Monsieur Judson. Depuis l'aube de la chrétienté, il n'y a pas eu de pouvoir plus fort pour changer les choses. Vous savez que c'est vrai. Ce qui est vrai, Monsieur Tapan. Et vous pouvez me croire quand je vous dis que je l'ai constaté. C'est qu'il y a des hommes pour qui la haine de l'esclavage est plus forte que tout. Sauf la haine qu'il a pour l'esclave. Et tous les dialogues sont construits pour rendre le récit captivant. Parfois un peu trop. C'est le gros reproche que je voudrais faire à ce film. Parfois les scènes de dialogue veulent forcer le côté majestueux, ce qui fait un peu tâche. L'autre chose que je regrette un peu, c'est la thématique de la famille, si chère à Spielberg d'habitude, qu'il a eu énormément de mal à caser dans ce film. Je veux dire, c'est à peine évoqué, et je pense que la thématique de la famille aurait pu amener un développement de personnages intéressant. Mais bon, à ce stade, c'est plus se plaindre de l'absence d'un bonus que d'un réel défaut. Pour le reste, je n'ai pas grand chose à dire, la photographie est magnifique, le jeu d'acteur est impeccable, mention spéciale à Djimon Hounsou qui nous offre une performance parfaite. Dire que ça a failli être un téléfilm. Amistad est vraiment un film que je vous recommande. Et c'est un film puissant, intéressant, violent. D'ailleurs, le prochain film de Spielberg est également violent. Je parle de Il faut sauver le soldat Ryan. Mais avant d'en parler, il faut une nouvelle fois recontextualiser ce dont parle le film, car oui, le film traite de faits réels. Et non, je ne parle pas des faits évidents comme le débarquement en Normandie, qui a été tourné en Irlande du Nord d'ailleurs. Non, je parle de faits historiques, de faits juridiques, dans le cas de la guerre. En effet, bien qu'étant majoritairement de la fiction, l'histoire du film est inspirée par l'histoire de la fratrie des frères Nyland. Par ailleurs, le traité de la Sole Survivor Policy, que l'on peut traduire par traité du dernier survivant, est un réel traité authentique mis en place lorsque 5 frères, les frères Sullivan, ont été tués d'une attaque sur leur navire, le USS Jubo. Oui, il valait mieux pas être d'une fratrie lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce traité stipulait que lorsqu'une famille partait en guerre et qu'elle était presque totalement décimée, le dernier membre de la famille restante devait être rapatrié. Enfin, dernière source d'inspiration évidente, la lettre de Lincoln à Madame Bixby. Là, il faut remonter en 1864, lors de la guerre de sécession. Les 5 fils, oui, encore, de Madame Bixby meurent sur le champ de bataille et Abraham Lincoln décide d'envoyer une lettre à leur mère et qui est, selon les spécialistes, un de ses plus beaux textes. « Chère Madame, je viens de voir dans les dossiers du ministère de la Guerre un rapport de l'adjudant général du Massachusetts disant que vous êtes la mère de 5 fils, lesquels sont tous morts au champ d'honneur. J'imagine combien ce serait vain et inutile le moindre mot de ma part pour essayer de vous distraire du chagrin causé par une aussi terrible perte. Mais je ne peux toutefois m'empêcher de vous rappeler la consolation que vous pourrez trouver dans la gratitude de la République pour laquelle ils sont morts. Je prie pour que notre Père qui est au ciel apaise la douleur de votre affliction et vous laisse seulement le tendre souvenir de vos chers disparus et la fierté bien fondée et solennelle d'avoir offert un si précieux sacrifice sur l'autel de la liberté. Votre très sincère et très respectueux Abraham Lincoln. Quel rapport avec le soldat Ryan ? Eh bien, vous savez, la lettre qui est lue au début du film par le marshal, eh ben, c'était cette lettre. J'ai ici une lettre. Adressée il y a longtemps à une Madame Bixby à Boston. Accordez-moi une minute. Mélangeant toutes ces inspirations, Spielberg décida de réaliser un film scénarisé par Robert Rodat et à nouveau s'entourera avec un casting de luxe. Nous retrouverons ainsi Tom Hanks dans le rôle du capitaine Miller, rôle qui a failli être attribué à Mel Gibson ou Harrison Ford, mais dont le rôle fut approprié à Tom Hanks pour une première collaboration avec Spielberg.
Nous retrouvons également Matt Damon, recommandé par Robin Williams suite à Will Hunting, Vin Diesel, Edward Burns, Tom Sizemore et Barry Pepper. À savoir qu'ils ont tous eu un entraînement militaire pour coller au mieux à leur personnage. Et comment ne pas évoquer la trentaine de figurants réellement amputés qui furent engagés pour interpréter les soldats dans un sale état. Lors de sa sortie, le film fut largement acclamé pour son réalisme et ses séquences extrêmement brutales dans les champs de bataille. Et même s'il y a eu quelques associations assez coincées du cul qui ont voulu censurer ce film, il a eu un très beau succès au box-office. Bien qu'il n'ait pas atteint la première place à ce moment-là, la première place étant détendue par le film Armageddon cette année-là. Est-ce que c'était mérité ? Vous allez voir. De quoi parle ce film ? Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine compte parmi ses morts 3 membres d'une fratrie nommée les Ryan. Il n'en reste plus qu'un membre qui, selon le Sole Survivor Policy, doit être rapatrié. La mission pour le retrouver est confiée au capitaine John Miller. Beaucoup de personnes ont loué le côté réaliste du film, malgré quelques anachronismes comme Edith Piaf par exemple, mais surtout ont acclamé les scènes de bataille. Et oui, c'était mérité, parce que les scènes de bataille sont réalistes et se lâchent en ce qui concerne le chaos et la violence du film. Déjà, pour se rapprocher d'un sentiment d'être sur le champ de bataille, le film effectue 3 choses. D'abord, ces scènes sont filmées caméra à l'épaule, ce qui, en plus de donner un aspect documentaire, renforce l'aspect chaotique de ces scènes car la caméra tremble, est éclaboussée, doit circuler à travers les morts, ça plus le grain particulier du film que l'on aura tout le long du visionnage. Ça renforce l'immersion. En plus, toutes les scènes de bataille sont dépourvues de musique. Aucun son extra-diégétique ne vient polluer les sons diégétiques qui sont poussés à fond dans le mixage sonore pour rendre encore plus oppressantes et encore plus stressantes ces scènes de bataille. Ceci dit, c'est une arme à double tranchant parce que si l'effet fonctionne bien et les scènes de bataille sont les scènes les plus marquantes du film, eh ben, ça rend la musique des autres scènes oubliable. Enfin, ce qui permet également l'investissement dans les champs de bataille qui se déroulent dans le film, c'est la violence. Oui, Il faut sauver le soldat Ryan est très certainement le film le plus violent et le plus gore de la filmographie de Spielberg. Plus gore que Jurassic Park qui nous montrait des gens se faire bouffer. Plus gore que Les Dents de la Mer qui était un film d'horreur. Comme dans Amistad ou la liste de Schindler, rien ne nous est épargné. Et le gore, là, ça a du sens, parce que ça participe à l'investissement, au réalisme du champ de bataille. Et oui, il faut avoir l'estomac accroché. Ce qui n'empêche pas quelques traits d'humour noir, ma foi, fort sympathiques. Attendez. Allez, t'as du beau, toi. C'est l'entrée. Du reste, il n'y a pas que les scènes de bataille qui sont travaillées, même si elles constituent le cœur même du film. Spielberg a eu l'intelligence de travailler autre chose, c'est de bien écrire ses personnages. En effet, le film nous fait suivre un petit groupe de soldats et par leurs échanges, leurs réactions, leurs comportements, nous les rend attachants et identifiables, ce qui permet d'intensifier l'impact de leur mort. Car oui, le film ne se gêne pas à un moment ou un autre de tuer des personnages auxquels on était attaché. Petit spoil par exemple, vous voyez Vin Diesel, le héros badass de film d'action par excellence, c'est le premier à mourir. Capitaine, la moindre des choses à faire, c'est de l'emmener avec nous jusqu'à la prochaine ville, non? On n'est pas là pour faire la moindre des choses, mais pour suivre les ordres! Sergent, regardez-moi cette putain de gosse! Car oui, aucun personnage de ce film n'est glorifié. On n'est pas là pour suivre des héros ou des surhommes, ce qui aurait été facile de faire dans un contexte de Seconde Guerre mondiale vu par un Américain juif. Mais ici, pas de glorification réganienne. Les personnages sont avant tout des soldats qui veulent rentrer chez eux et dont l'opportunité de la mission qu'on leur offre pourrait leur permettre de rentrer. Sauf le personnage de James Ryan, qui pour moi est le personnage le moins intéressant du film et son plus gros défaut. Parce que non seulement il tombe dans ce stéréotype, mais en plus,
on se concentre pas assez sur lui en tant que personnage. Je veux dire, c'est con que le personnage titre du film soit au final le moins intéressant. En fait, le seul moment où il devient intéressant, c'est quand il devient porteur factuel de la thématique de Spielberg, la famille. Non seulement parce que c'est par sa famille que tout arrive, par le meurtre de ses frères et par la Soul Survivor Policy, mais en plus parce que il fait quand même un récit sur ses histoires fraternelles. Et c'est quasiment son seul moment attachant. Et Dan va soulever son chemisier. Et il fait des efforts désespérés pour lui dégrafer le soutien-gorge. Et tout à coup, Sean se met à hurler. Danny, tu es un jeune homme. Ne fais pas ça. Et alors Alice Jordine entend ça et elle se met à hurler, se relève d'un bond et elle court pour fuir de la soupente. Mais elle a toujours le chemisier sur la tête, alors elle court et elle se cogne dans le mur et tombe complètement assommée. Alors la Dan est foudrage après nous et il va pour nous casser la figure, mais en même temps, Alice est par terre inconsciente, alors il faut qu'il la réanime, alors il l'attrape par une jambe, et il la traîne, et puis en même temps, il prend une pelle dans l'autre main et il se met à poursuivre Sean. Et Sean dit « Mais pourquoi est-ce que tu veux me frapper? Je t'ai rendu un grand service !» Par ailleurs, on peut également y voir une autre forme de fraternité que celle de la famille. Vous l'aurez compris, je parle des soldats dont la proximité et les relations peuvent être vues comme fraternelles. Bah moi, si j'écoute ce genre de chansons, les chleux auront pu à me tirer dessus. Je me serais déjà ouvert les veines. Tu sais que t'es un sacré numéro, Pam. Désolé, mais c'est Edith, vous savez. Tu sais ce qu'elle me rappelle, cette chanson? Elle me rappelle Madame Rachel Troubovitch et ce qu'elle m'a dit le jour où je suis parti pour l'armée. Quoi, ne me touche pas? Non. Mais bon, ça reste un excellent film que je vous recommande si vous avez l'estomac accroché, parce qu'il y a quand même pas mal de bidoches. Pour le film suivant, Spielberg... Avant de passer à la suite, faut que je fasse un coup de gueule. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit sur les films de Spielberg ou ce que je vais dire sur les films de Spielberg. Certaines personnes n'aiment pas ces films. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? L'art, c'est subjectif. Comme ça, je peux comprendre certains des échecs de Spielberg. Je peux comprendre que on ne se souvienne pas de ces films intimistes parce qu'on pense direct à Jurassic Park ou Avant de la mer. Je peux comprendre que des films comme Ready Player One, Indiana Jones 4 ou Le Monde perdu aient déçu le public. Je peux comprendre que 1941 ait fait un flop aux États-Unis parce que il était très critique envers les valeurs américaines. Je peux même comprendre le résultat désastreux qu'a constitué Le Bon Gros Géant. Même si je peux vous dire que ces films sont objectivement bons, voire excellents. J'accepte, je peux comprendre. Sauf dans le cas d'un film. Un film dont je ne comprends pas le manque de succès. Dont je ne comprends pas les sauts de merde qu'il s'est pris. Dont je ne comprends pas comment il s'est pu rabattre des critiques mitigées pour une raison qui, on va le voir, est totalement conne. Ce film... c'est AI, intelligence artificielle. Mais avant de continuer, connaissez-vous Stanley Kubrick? Stanley Kubrick est un réalisateur dont beaucoup s'accordent à dire qu'il est un génie, dont moi. De 20 ans l'aîné de Spielberg, il a été l'un des modèles de Steven. Bien que leurs styles à tous les deux sont extrêmement différents, Kubrick ayant une réalisation froide, pessimiste, voire nihiliste, cela n'empêcha pas les deux génies de devenir amis. Deux amis ayant chacun une très haute estime de l'un envers l'autre. Si Spielberg a régné sur les années 80-90, il n'est pas faux de dire que c'est Kubrick qui a régné dans les années 60-70. Et je vous conseille bien évidemment la filmographie de Kubrick qui a marqué d'une pierre rouge son époque, comme Orange Mécanique, Barry Lyndon, 2001 l'Odyssée de l'espace ou Shining pour citer les plus connus. Ce cher Stanley Kubrick avait pour ambition de réaliser un film sur l'intelligence artificielle nommé AI, intelligence artificielle. Ce projet, c'était de faire une adaptation du roman Les Super Toys durent tout l'été de Brian Aldiss. Sauf que Kubrick était extrêmement hésitant sur sa capacité à faire le film. Pour vous dire à quel point il a été hésitant, le projet avait démarré dans les années 70 et a été mis en pause à plusieurs reprises.
Et à plusieurs reprises, Kubrick proposa et essaya de convaincre Spielberg de réaliser le film à sa place, ce à quoi Steven répondit toujours « Non, c'est ton film, c'est ton projet, c'est à toi de le réaliser ». Mais Kubrick étant perfectionniste, il repoussa encore et encore le début du projet. Même les effets numériques ne purent le convaincre de commencer. Et arriva ce qui devait arriver. En 1999, Stanley Kubrick rend son dernier souffle sans avoir commencé AI, intelligence artificielle. Spielberg décida alors, encouragé par la veuve de Kubrick, de reprendre le flambeau et de réaliser lui-même ce film en respectant au mot près les volontés de Stanley Kubrick. Pour cela, il reprendra le script du film accompagné par le scénariste Ian Watson. John Williams sera évidemment à la musique. Et au casting, nous retrouverons principalement Ali Joel Osmond, Jude Law et Frances O'Connor, avec Jack Angel pour faire la voix du Teddy Bear. Benoît Aleman en version française. Bordel, même l'histoire derrière ce film est magnifique. Elle est putain de poétique. Comment un film comme ça a pu avoir un accueil mitigé? Ce film aurait mérité d'être un putain de succès au box-office. Et on va le démontrer tout de suite. De quoi parle ce film? Dans un futur très précaire pour l'humanité à cause de la montée des eaux et de la baisse des ressources, il est décidé de créer un robot qui saurait acquérir les émotions nommé David. Ce robot, voulant se faire aimer par sa mère adoptive, se mettra en tête de chercher la fée bleue pour faire de lui un vrai petit garçon. Alors déjà, pour prouver que je ne suis pas un fanboy aveugle, je vais parler des défauts du film. Des vrais défauts. D'abord, certains moments du film jurent avec les règles établies pour forcer des moments poétiques, qui ne marchent pas, du coup. L'exemple que j'ai en tête, c'est la scène des poissons. Celle-là, c'était beaucoup trop. Mais le problème majeur, c'est la mise en scène vis-à-vis de la situation initiale. Je veux dire, on nous dit que l'humanité est dans une situation critique, qu'il y a une énorme montée des eaux et un épuisement des ressources au point que l'on interdise le fait d'avoir des enfants sans avoir un permis de grossesse. Sauf qu'à aucun moment on ne ressent ça dans le film. On ne ressent ni la montée des eaux, ni le fait que l'humanité est dans un moment précaire, ni même un problème de ressources. Tout le long du film, on a l'impression d'être dans une famille lambda futuriste. Il n'y a qu'à la fin, quand ils arrivent à Manhattan, que je me suis dit « Ah merde, c'est vrai, il y a une giga montée des eaux !» Alors certes, je ne voulais pas que ça devienne le sujet principal, mais au moins qu'on le ressente. Et la musique, pas très marquante. À part le groupe de métal Ministry, mais John Williams m'avait donné mieux. Voilà. On a fait le tour des défauts. Parlons maintenant des reproches injustes. Beaucoup de personnes ont reproché la fin de ce film avec les extraterrestres qui débarquent de nulle part. Oui, effectivement, ça aurait été ridicule des extraterrestres qui viennent de nulle part. J'ai bien dit ça aurait été. Parce que ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des robots du futur. Spielberg a expliqué la vraie nature de ces robots en interview à plusieurs reprises. Le fait que les robots vont remplacer les humains est évoqué, que ce soit narrativement ou visuellement. Ils nous ont fait trop nombreux, trop intelligents et trop rapides. Nous sommes en train d'expier les erreurs qu'ils ont commises, parce que lorsque la fin du monde viendra, il ne restera que nous. Les robots ne sont pas des aliens, mettez-vous ça dans le crâne. Des robots qui sont là pour faire des fouilles archéologiques, pour découvrir un vestige de l'humanité passée afin d'avoir un but à leur existence. C'est expliqué dans le film. Mais vous savez quoi? C'est le reproche à la rigueur qui m'énerve le moins. Parce que si le spectateur n'est pas attentif et n'observe pas, et vu qu'il est habitué à voir des robots plus normaux, on va dire, je peux comprendre qu'il soit surpris de cette fin et qu'il l'interprète mal. Même s'il suffit de savoir observer et d'être attentif pour comprendre qu'elle n'a pas lieu d'être. Par contre, le deuxième reproche.
Oh là là, Spielberg, il a gâché le film de Kubrick. Moi, je trouve que ce film, il a beaucoup trop de bons sentiments. Moi, je veux ma réalisation froide et nihiliste. Moi, je veux la misanthropie de Kubrick. Spielberg, il a gâché ce film, je suis pas content. Oh, bordel. Ok. Qu'est-ce qui vous a déplu dans ce film? Les 20 dernières minutes où David passe ses derniers instants avec sa mère avant de se laisser mourir? Je t'ai toujours aimé. C'était l'instant éternel qu'il avait toujours attendu. Et l'instant était passé, car Monica était profondément endormie. Plus que simplement endormie. Il l'aurait secouée qu'elle ne se serait jamais réveillée. Au passage, faudra m'expliquer d'où c'est une fin heureuse, ça. Elle est putain de triste, cette fin. Ou bien le début du film, peut-être, où on suit l'évolution de la relation entre David et sa mère. À quoi servaient ces mots, maman? Comment tu m'as appelée? Maman. Qui je suis, David? Tu es ma maman. Ou peut-être l'ours en peluche. Ah, l'ours en peluche. Cette petite bouille mignonne qui nous apporte quelques moments de légèreté. C'est peut-être ça qui vous a gêné. Allez, viens, Teddy. Viens, mon garçon. Teddy, allez, viens. Allez, viens, Teddy. Allez, viens ici, Teddy. Viens ici, Teddy. Teddy, allez, viens ici. Viens ici. Teddy. Allez, viens, Teddy, viens ici. Maman. Ils te martyrisent tous les deux, hein, Teddy. Ah oui, que de bons sentiments, que de la légèreté, loin des réalisations froides que vous aimez chez Kubrick. Ah, ça vous a déplu, hein. Il y a juste un problème. Tout ce dont je viens de parler, ça vient de Kubrick. La quasi-totalité des scènes poétiques du film viennent de Kubrick. Tout le monde a confondu les scènes Spielberg et les scènes Kubrick parce que tout le monde pensait que Spielberg était incapable de faire des scènes froides et nihilistes comme Kubrick. Bien sûr. On l'a vu durant cette rétrospective d'ailleurs, hein. On l'a vu que Spielberg était incapable de faire des scènes froides. Et ce qui m'a raconté que l'autre jour, un homme s'est échappé d'une équipe de travail à l'extérieur de l'enceinte. Goethe a fait aligner tous les hommes du même baraquement. Il a abattu l'homme à la gauche de Bieski, puis l'homme à sa droite. Ensuite, il a marché dans les rangs en tuant un homme sur deux. « 25 morts. » Des scènes violentes. Des scènes nihilistes. Son ambition de créer et dominer un nouvel empire dans le Pacifique s'est consumée dans un éclair de lumière et une boule de feu plus brûlante que le soleil. Vainqueurs et vaincus restent pétrifiés d'effroi par cette nouvelle arme. Jusqu'à maintenant, seuls quelques savants ont pu comprendre la puissance dégagée par l'éclatement de l'atome d'uranium. Aujourd'hui, le monde entier l'a appris par une onde de choc et une lumière blanche terrifiante, la bombe atomique. Des scènes glauques. Tu l'as vu? Non. Ça, évidemment, Spielberg ne l'a jamais prouvé durant cette rétrospective. Ça, vous voyez, c'est la preuve qu'il faut savoir se renseigner avant de parler. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout de qui vient de l'idée à partir du moment où le film est bon? Et le film n'est pas seulement bon, AI, Intelligence Artificielle, est un film excellent. Déjà, vous avez beau critiquer le film sur ses tons légers, sur ses passages émotionnels, mais bordel de merde, elles sont essentielles au film. Ce sont des passages qui permettent de bien mieux développer les personnages et de permettre un attachement encore plus fort. On va y revenir.
Mais en plus, ça permet de faire un véritable contraste avec les passages violents du film, qui est l'une des thématiques principales, la confrontation entre l'innocence de David et la violence du monde qui l'entoure. Pour cela, le film nous donne un développement de David extrêmement intéressant vis-à-vis du conte de Pinocchio, que le film nous cite plusieurs fois, et qui nous donne par ailleurs une vision intéressante que n'aurait certainement pas renié Kubrick. En effet, si on accepte le personnage de la mère, la quasi-totalité des humains sont montrés soit comme étant méprisants, soit comme étant véritablement dangereux, nous donnant plus d'attache émotionnelle pour le personnage de David que pour les humains que l'on voit. Vous la vouliez, la misanthropie de Kubrick? Elle est là! D'ailleurs, on sent qu'il y a eu un véritable travail sur David parce que ce personnage a été étudié pour fonctionner comme un véritable robot. Ça se voit dans ses premières scènes, mais également tout le long du film. Arrête! D'ailleurs, l'acteur Haley Joel Osment, qui était gosse à l'époque, a livré une performance géniale pour incarner David, parce qu'il arrive à la fois à faire le côté dérangeant et froid des robots, mais également à apporter au personnage un côté émotionnel et humain, en donnant à David cet aspect de robot qui a une relation très forte avec sa mère et qui fera tout pour gagner son amour sans comprendre le monde autour de lui. Bordel, la scène de l'abandon, elle est juste déchirante. Écoute, ne va pas dans cette direction, d'accord? Regarde! Non, regarde-moi, écoute! Ne va pas par là, va où tu veux, mais pas par là, sinon ils te prendront! Ne les laisse jamais te prendre! Écoute, ne t'approche jamais des foires à la chair, n'approche jamais les endroits où il y a du monde, ne fréquente pas les humains, ne vois que les tiens, seuls les mécas sont sans danger. Maintenant, je te laisse. Pourquoi tu veux me laisser? Pourquoi tu veux me laisser? Je regrette de ne pas être réelle. Si tu veux bien, je peux être tellement réelle pour toi. Non, non, lâche-moi, David! Maintenant, lâche-moi! Et la mise en scène arrive à mettre en place le côté vallée dérangeante du robot. Pour ceux qui ne connaissent pas, la vallée dérangeante, c'est un principe dans la mécanique et dans la robotique qui dit que on aura beau créer un robot le plus proche possible de l'homme, qui arriverait à imiter parfaitement l'homme, il y aura toujours quelque chose dans ce robot, quelque chose qui nous fera ressentir qu'il n'est pas humain, quelque chose qui nous dérangera. La vallée dérangeante. Et bien que David est extrêmement proche, on garde ce côté vallée dérangeante par beaucoup de plans qui vont superposer David avec un visage humain, ce qui va nous donner un résultat toujours étrange. En effet, si vous observez bien David, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il ne cligne jamais et ne ferme jamais les yeux. Sauf dans un moment symbolique extrêmement fort. Mais sinon jamais. Qui plus est, le film nous fait aborder une confrontation entre l'innocence et la cruauté, ce qui nous donne une des scènes de dialogue les plus fandardes au monde. Quel nom donnes-tu exactement à cette femme? Elle est... juste la fée bleue. La fée bleue. Dans le monde des orgas, le bleu est la couleur de la mélancolie. Cependant, les services que je dispense vont vite lui faire monter le rouge aux joues. Je vais changer la couleur de ta fée rien que pour toi. Tu vas l'entendre crier au clair de lune. Oh, oh oui, oh mon Dieu, oh oui, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Elle va faire de toi un vrai petit garçon parce que je vais faire d'elle une vraie femme. Et tout ira bien en ce bas monde parce que toi, tu m'as aidé. J'adore le personnage de Joe, mais en plus de ça, ça permet d'apporter une vision plus pragmatique et réaliste du conte de fées bleu, ce qui permet au film d'avoir ses moments poétiques comme ses moments glauques. Tout l'attachement émotionnel que l'on a pour David vient également de la thématique de Spielberg, la famille, et ici la plus évidente, c'est l'amour d'un enfant pour sa mère, avec l'exploitation d'un thème très approprié et très intéressant pour le coup, la peur d'être abandonné. Vous vous rendez compte du nombre de thématiques que ce film arrive à traiter avec justesse, avec intelligence? Et ben ça, c'est grâce justement au mélange entre la poésie et la cruauté, entre le mélange de l'innocence de David et la froideur et la dureté de ce monde. Ce que beaucoup ont pris comme une faiblesse du film, c'était en réalité sa force. Rajoutez à ça un très beau jeu de lumière qui nous fait faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est artificiel.
Rajoutez à ça le fait que même si la musique n'est pas très marquante, mais qu'elle accompagne bien une certaine poésie étrange dans le personnage de David, et vous obtenez un film injustement critiqué. Tout ce que je peux vous dire d'autre, c'est d'aller le voir. Un point, c'est tout. Franchement, quand on connaît l'histoire derrière le film en plus. Heureusement, le prochain sera bien mieux accueilli et rendra également hommage à Stanley Kubrick. Je veux parler de Minority Report. Mais avant d'en parler, connaissez-vous Philip K. Dick ? Philip K. Dick est un auteur de science-fiction majeur dans le genre. C'est un des grands noms souvent oubliés lorsqu'on parle de films de science-fiction, alors que beaucoup de vos films cultes sont des adaptations de romans ou des nouvelles de Philip K. Dick. Blade Runner, Total Recall, Planète Hurlante, Passengers, tous ces films sont des adaptations plus ou moins libres de l'œuvre de Philip K. Dick. Or, l'une des œuvres de Dick a plu particulièrement à un acteur que vous connaissez très certainement, à savoir Tom Cruise. C'est lui qui aura l'idée d'une adaptation et qui contactera Spielberg pour faire ce film après qu'il tournera Mission Impossible 2. L'écriture du scénario a été un peu chaotique. En effet, à la base, Minority Report devait être une suite à Total Recall et de caler l'action sur Mars. Mais cette idée a été abandonnée et ça a été réfléchi pour être un film à part entière, avec au scénario Scott Frank et John Cohen. Évidemment, Tom Cruise tient le rôle principal, et nous retrouvons également Colin Farrell, Max von Sydow et Samantha Morton. Ce film a eu plutôt un très bon accueil, et il s'est fait une très belle place dans le box-office de 2002, même si la première place a été subtilisée par le deuxième opus du Seigneur des Anneaux. Est-ce que c'était mérité ? Voyons voir ça. De quoi parle ce film ? En 2054, l'institution Précrime est créée. En utilisant des visions de 3 personnes nommées les précognitifs, des gens sont arrêtés avant qu'ils commettent un crime. Mais un jour, John Anderston, le chef de la division, se retrouve confronté à un meurtre qu'il va accomplir. Ce film est un très bon film, bien qu'il souffre de quelques défauts. Déjà, j'ai un problème avec le personnage de Tom Cruise. J'ai l'impression qu'il a imposé un personnage assez garicieux parce qu'il n'a pas vraiment de défauts. Mis à part la perte de son fils, je trouve que c'est un personnage assez plat. Surtout quand on le voit entouré de personnages hauts en couleur. Le personnage de Colin Farrell, par exemple, m'a bien plus marqué. Doucement, il semble que j'ai trouvé la faille. Qu'est-ce que vous allez faire ? La possession de drogue va vous coûter 6 mois. Sans parler de votre plaque, je crois que nous ne bosserons pas ensemble en fin de compte. Le film recèle pas mal de facilités scénaristiques qui parfois sont totalement inutiles parce que le seul but de ces scènes c'est d'être dégueulasse. Et on peut même parler d'incohérence parce que pourquoi John, qui est recherché par sa propre équipe, qui est recherché par la police, a encore accès au bureau de Précrime ? Ça n'a aucun sens. Mais le gros défaut de ce film, c'est la lumière. Spielberg a tenté en utilisant la luminosité du film pour accentuer les contrastes entre le noir et blanc, pour donner une espèce d'éclat terne au film. Et la plupart du temps, quand la luminosité est faible, ça marche. Mais alors, dès qu'on est dans des endroits lumineux, ça pique les yeux tellement les lumières sont intenses. En ce qui concerne la musique, John Williams a tenté de suivre ce travail sur la lumière, en donnant une composition en noir et blanc. Ça s'entend, mais c'est pas marquant. Donc voilà quelques défauts qui empêchent pour moi ce film d'être un chef-d'œuvre. Mais ça reste un excellent film. Déjà parce que le cœur même du film est absolument maîtrisé, que ce soit sur le fond comme sur la forme. Déjà sur la forme, toute l'enquête policière qui révèle un complot bien plus gros et bien plus intense que ce que ce film laisse paraître aux premiers abords, est juste haletant et tient le spectateur jusqu'au bout. Tout le suspense et la montée de tension dans beaucoup de scènes marchent indéniablement. En ce qui concerne les scènes d'action, je n'ai pas grand chose à dire. Spielberg montre une nouvelle fois
que c'est un très bon mélangeur de genres, avec des scènes d'action, du thriller, et une petite pointe d'humour qui fait son petit effet. Qu'est-ce que vous... Oh, ça alors? Vous vous êtes fait mal? C'est aussi aidé par des mouvements de caméra ingénieux qui, la plupart du temps où on se trouve dans l'action, privilégient les plans longs que le surcoupage. Ça permet d'étirer l'action en temps réel et de continuer à nous accrocher et à nous investir dans ce que l'on voit. J'ai dit que la lumière était beaucoup trop criarde, mais soyons honnêtes, ce n'est pas tout le temps le cas. Et beaucoup de fois, ça met bien en avant le côté cyberpunk dystopique du film. Et c'est là où on va parler de ce qui est pour moi le plus gros point fort de ce film, son univers tel qu'il est décrit. Je rappelle qu'on est en 2002. Avant ce film, on a eu des films comme Blade Runner, Total Recall, Akira, bref, plein de films qui avaient déjà établi une vision du cyberpunk à laquelle il allait être difficile de se démarquer. Eh bien, je trouve que ce film non seulement réussit ce défi avec brio, mais en plus offre une vision du cyberpunk que je trouve pas assez exploitée. Ici, pas de coiffure extravagante ou de technologie surréaliste. On est dans une technologie futuriste, mais qui reste en adéquation avec la vision futuriste de l'époque. Une vision futuriste qui n'en fait pas trop, ce qui donne un aspect réaliste à toute cette nouvelle technologie. Tellement réaliste que certaines technologies présentées dans ce film sont réalité. La reconnaissance faciale est actuellement utilisée en Chine et on s'approche de plus en plus de la voiture autonome telle qu'elle nous est présentée dans le film. Le film va surtout accentuer sa technologie dans le but de nous montrer un polar, ce qui nous donne un côté cyberpunk qui va à fond dans son domaine, mais qui reste assez original et inédit dans ce qui avait été fait à l'époque. En ce qui concerne le fond, le film aborde déjà tout un questionnement sur la légitimité morale d'arrêter quelqu'un pour un crime qu'il n'a pas commis, que ce soit par des dialogues ou par des mises en place de situations qui sonnent très dictatoriales, ce qui est l'une des thématiques de Philip K. Dick. Et le mieux dans tout ça, c'est que le film donne des arguments des deux côtés et nous laisse réfléchir à la question. Je suis sûr que vous comprenez l'inconvénient légal de la méthodologie de pré-crime. Oui, y revoilà. Je ne suis pas avec l'association de défense des libertés, mais il ne faut pas se tromper. Nous arrêtons des gens qui n'ont pas enfreint la loi. Mais vont le faire. La commission du crime elle-même est absolument métaphysique. Les précoques voient l'avenir et ne se trompent jamais. Mais ce n'est pas l'avenir si vous l'empêchez. Ça ne vous semble pas paradoxal? Si, ça l'est. Vous parlez de prédétermination, ce qui arrive tout le temps. Pourquoi vous l'avez rattrapée? Parce qu'elle allait tomber. Vous êtes certain? Ouais. Mais elle n'est pas tombée. Vous l'avez attrapée. Le fait que vous empêchiez les choses d'arriver ne change pas le fait qu'elles devaient arriver. Mais ce n'est pas la seule thématique du film. On est dans un film de Spielberg, donc vous vous en doutez, il va y avoir une sous-thématique sur la famille. C'est même une thématique centrale dans ce film, parce que beaucoup de scènes se basent sur la perte d'un enfant. Et si le film précédent, donc AI, intelligence artificielle, avait comme thème la peur d'un enfant d'être abandonné, nous avons dans Minority Report la peur d'un père de perdre son enfant. Sean? 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 Je cherche mon fils. Quelqu'un a vu un petit garçon avec un maillot de bain rouge? Sean? Quelqu'un a vu un petit garçon? Il porte un maillot de bain rouge. Sean? 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 Mais il y a autre chose. Spielberg, quand il a réalisé Minority Report, était encore marqué par la mort de son ami Stanley Kubrick. Et Tom Cruise était également marqué par cette mort parce que il s'était lié d'amitié avec le réalisateur sur le tournage de Eyes Wide Shut. Du coup, il y a eu un accord pour faire beaucoup de références à Stanley Kubrick dans Minority Report.
Le plan sur l'œil d'Agatha lors du premier meurtre est une référence à 2001, l'Odyssée de l'espace. Lamar Burgess est une référence à Anthony Burgess, l'auteur du roman original Orange Mécanique. John Anderton est dépendant à la drogue et utilise de la musique classique quand il travaille, un peu comme un certain Alex de Orange Mécanique. Et l'attache qui sert à maintenir les yeux ouverts est évidemment une autre référence à Orange Mécanique. On peut même dire que ce film a mérité son succès. Et ce ne fut pas le seul succès de 2002 de Spielberg, car cette année-là, il a sorti un autre film. Et comme je l'ai pu, je l'ai attrapé.